Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8 le débat. Harcelées, violées ou réifiées, des femmes célèbres ou de simples anonymes ont pris la parole depuis octobre dernier pour dénoncer cette violence souterraine, souvent minorée, que l'on dit invisible. Le producteur américain Harvey Weinstein, soupçonné d'avoir agressé près d'une centaine de femmes, a ainsi déclenché des vagues d'indignation, de dénonciation puis de solidarité, mettant en lumière une banale violence. Après les mois, où sont les actes? Y a-t-il une véritable prise de conscience de cette violence en France? Le projet de loi représenté hier est-il à la hauteur de ce problème de société? Pour en parler, j'accueille autour de moi Marielle Savina, déléguée aux droits des femmes dans le département des Yvelines, Marie-Laure Oudaille, avocat en droit des victimes au barreau de Versailles, et également Olivia de Bourrenne, cadre socio-éducative au CHRS L'Équinoxe, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Montigny-le-Bretonneux, qui accueille également des femmes victimes de violences. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous, dans vos milieux respectifs, vous avez vu justement une libération de la parole des femmes et un changement après justement cette affaire Weinstein? Qui veut commencer? Est-ce que vous avez vu un changement? Oui. Non, dans mon domaine en tout cas, on n'a pas encore vu de changement et en revanche on continue à avoir la difficulté des victimes dans le parcours judiciaire. D'accord, donc ça, vous n'avez pas eu plus de plaintes, plus de personnes qui ont osé pousser votre porte ou quoi que ce soit, rien du tout? Non. D'accord. Et vous, notamment dans votre centre d'accueil, est-ce que vous avez vu davantage de femmes? On est déjà un lieu où on libère la parole. Donc, si vous voulez, ça se faisait déjà. Oui. Dire qu'il y a un effet Weinstein, pas plus que ça. Je rejoindrai Madame Oudaille, Maître Oudaille, sur la difficulté des victimes, effectivement, à pouvoir apporter des preuves. C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est pas tant il y a la libération de la parole, effectivement, mais il y a aussi comment on démontre son statut. Et ça, c'est un parcours long et douloureux. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous, on va dire, sur le terrain, si je veux dire ça comme ça, pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment quelque chose. Mais en tout cas, au niveau du gouvernement, ça a vraiment été une question qui a été prise en main, notamment. Oui, tout à fait. Alors après, bien évidemment, il n'a pas été... c'est pas l'affaire américaine ou tous les hashtags qui ont fait que la question des violences faites aux femmes, que ce soit violences sexuelles, sexistes ou sur l'espace public, soit pris en charge par le gouvernement. Il y a différents plans interministériels mis en place. Et en effet, par contre, on a un effet médiatique incontournable avec une nouvelle ère, je dirais, de la parole des femmes. Donc peut-être un mouvement féministe qui arrive après les droits sociaux et économiques des années 80. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de parole, que ça soit gouvernementale, associative. Voilà. Quelques augmentations de plaintes sur le département des Yvelines, par contre. Oui. Vous savez de combien dans les Yvelines, précisément? En augmentation? Non, parce que ce sont des chiffres 2017 et ils sortiront au courant 2018. Donc pour l'instant, quelques commissariats m'en ont fait part, par contre. Plutôt sur les violences sexuelles. D'accord. Voilà, mais plutôt des affaires plus anciennes. Notamment, le gouvernement, Emmanuel Macron plutôt, a fait une déclaration aussi en le 25 novembre, où il a déclaré notamment que l'égalité homme-femme serait une cause nationale, notamment pour la durée de son quinquennat, en effet. En augmentant notamment les budgets des droits aux femmes et surtout en sanctuarisant jusqu'à la fin de ces 5 prochaines années. Est-ce que vous, en tant que délégué sur ces questions-là, est-ce que vous avez vu un changement? Est-ce que vous avez plus de budget? On est en pleine programmation budgétaire, donc j'en saurai un peu plus au mois d'avril ou en mai sur nos budgets. En effet, il y a déjà la sanctuarisation de certains dispositifs, notamment des dispositifs portés également par Equinox, qui est l'accueil de jour, donc qui sont des dispositifs fléchés par le droit des femmes au niveau régional, des dispositifs également comme Women Safe à Saint-Germain-en-Laye, qui est un lieu d'accueil et d'orientation. Donc en tout cas, les grands réseaux, on va dire que ça soit institutionnel ou associatif, vont en tout cas être maintenus. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le maintien de ce qui existe déjà. Est-ce que vous avez, par exemple, des besoins spécifiques, justement, pour... Là, si vous beaucoup de besoins. Je vais vous faire une liste exhaustive. D'accord. Effectivement, et ça, c'est retenu, et c'est plutôt une bonne nouvelle sur le 5e plan, c'est la cause des enfants. Parce qu'on oublie aussi, il y a des enfants, souvent, qui sont victimes et avec des conséquences graves. Et une prise en charge qui, aujourd'hui, n'est pas assez développée. Voilà, on a pas mal de dispositifs existants sur le 78 et on peut s'en féliciter quand même avec un certain nombre d'acteurs et de partenaires au niveau de la prise en charge présents et qui maillent l'ensemble du département. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Des difficultés, je disais effectivement avec Maître Oudaille, à faire reconnaître donc dans un parcours d'insertion sur un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, la femme n'arrive pas toujours avec son statut de victime.
D'accord, c'est qu'elle ignore elle-même, elle n'arrive pas à identifier, à mettre Pas des mots sur forcément. ce qui lui Elle a arrive. été victime, ça lui a fait quitter le domicile conjugal dans un contexte ou dans un autre, et elle se retrouve sans logement, sans possibilité, en tout cas, effectivement, de se mettre à l'abri. Donc, elle va arriver sur des structures qui ne sont pas forcément toutes spécialisées et spécifiques. C'est un accompagnement spécifique. Donc, la liste exhaustive, elle serait, en donnant encore plus de moyens, mais déjà le maintien des moyens, c'est déjà quelque chose de fort. Hein. Faut quand même se satisfaire, demander toujours plus, oui. Mieux coordonner, c'est plutôt ça, la vraie question. C'est mieux coordonner les liaisons entre la justice, entre les possibilités d'hébergement, les prises en charge aussi au niveau des séquelles, des violences que les violences vont avoir sur, Quelles sur le séquelles, parcours par des exemple, femmes. Les séquelles psychologiques énormes. De dépression, tentative de suicide ou... Là, le schéma est très, 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 très large. Par contre, moi, ce que je peux vous dire sur un parcours de réinsertion, c'est effectivement accompagner une femme victime de violence, c'est pas comme accompagner une autre femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a les tergiversations aussi et tout ce que les violences ont pu causer et qui va mettre cette femme dans une situation où elle va pas savoir. Elle ne va pas savoir vraiment ce qu'elle veut, elle ne va pas vraiment savoir où elle va, et du coup, pour construire un projet d'accompagnement avec la personne, ça rend les choses difficiles. Donc c'est encore plus de coordination, mais ça c'est Madame Savina qui s'en charge là quand même depuis un certain nombre d'années, et ça commence à porter ses fruits puisque les acteurs se connaissent mieux. Ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de dispositifs existants, déjà, mais il n'y avait pas forcément de liaison entre eux. Ce qui est intéressant notamment quand on doit géographiquement faire déménager la femme et la mettre en sécurité ou à l'abri. Ça, c'est important. D'accord. Et est-ce que, par exemple, vous, dans votre cabinet, vous avez des femmes qui n'arrivent pas à mettre des mots et qui ont déjà décidé de porter plainte, ou elles hésitent encore ? Quel est justement le cheminement Alors, il y a à peu près autant de cas, autant de situations que de femmes qui viennent nous voir. Il y en a qui viennent pour, en effet, une séparation, qui nous parlent de divorce par consentement mutuel, qui veulent que tout se passe bien, etc. Dans mon cabinet, on utilise de plus en plus, on élabore des questionnaires. Donc on aborde, nous, professionnels, la question de la violence aussi à travers ce questionnaire, c'est-à-dire est-ce que vous avez la jouissance de compte bancaire, est-ce que vous avez l'utilisation de la voiture, est-ce que vous avez les clés de la maison ? Voilà, parce que les violences physiques, ça, les femmes savent nous dire, je suis victime de violence parce qu'il m'a cassé un bras. Mais je n'ai pas accès au compte, je ne peux pas aller faire des courses toute seule, je n'ai pas l'usage de la voiture, je n'ai pas le droit de sortir sans être accompagnée. Quand on leur dit que ça, même sur les sites gouvernementaux, moi je les renvoie beaucoup sur les sites pour leur dire voilà, c'est pas moi qui le dis. Et bien à ce moment-là, beaucoup en effet tombent des nues en disant ah ben non, ça en effet je n'ai pas, ah ben non, ça évidemment que j'ai pas le droit. Voilà. Mais après, voilà, sur des toutes petites statistiques, on leur dit, parce que je crois qu'elles en ont aussi besoin pour être rassurées. Hein, je le disais, c'est vraiment un parcours extrêmement difficile. Notamment une victime de violence conjugale, on dit que c'est 7 allers-retours avant de prendre la vraie décision de départ. D'accord, c'était oui, je vais porter plainte, non, je veux pas. Voilà, oui, non, oui, je vais non. quitter, D'accord. non, je vais pas quitter. Il y a quand même les enfants, il y a quand même, ils ont leur école, ils sont attachés à leurs amis. Donc je pense aux enfants, moi ce que je vis, c'est pas si grave que ça, etc. Voilà, donc la moyenne c'est 7 allers-retours. Donc il faut aussi, nous en tant que professionnels, qu'on respecte ce rythme-là, puisque le principe des victimes par les auteurs, c'est qu'elles ont été considérées comme des objets. Si nous, professionnels, on leur renvoie cette image-là, et moi j'ai fait la bourde pendant des années parce que je n'étais pas formée ou pas suffisamment formée, on leur renvoie des phrases assassines en disant « Madame, il faudrait quand même vous décider, vous comprenez, moi ça fait 2 fois que je prépare une requête, 2 fois que vous ne voulez pas que je la dépose, 3 rendez-vous que vous me prenez, finalement vous réfléchissez, finalement pas ». Voilà. Et nous, on a notre temps de professionnels, donc avec un agenda un peu chargé, et puis leur temps à elles qui n'est pas le même. D'accord. Donc ça, nous, il faut, à travers les formations, ça, moi, je serine vraiment à travers la formation, à travers, on le disait, le travail en réseau. C'est vrai que pareil, mon cabinet, mais je pense de plus en plus d'avocats, sont conscients que nous ne pouvons pas, notre métier ne peut pas apporter toutes les réponses.
à ces femmes-là, à ces victimes-là. Moi, je suis également avocat d'enfants, donc je travaille beaucoup auprès d'enfants. On ne peut pas seul apporter toutes les réponses. Donc seul un travail en réseau avec un maillage où on peut renvoyer vers des associations d'aide aux victimes, on peut renvoyer vers des professionnels, psychologues, etc., des structures hospitalières qui peuvent... Et puis la question du logement, voilà. Mais comment expliquer notamment ce déni parce qu'après tout, ça rejoint, là, dans votre exemple, ça rejoint notamment la forme d'emprise, mais il y a aussi quelque chose d'assez tabou, puisque si j'en crois les chiffres notamment, la plupart des personnes qui ont été violées par des membres de leur famille, par un cercle très proche, ce qui rend la chose encore plus taboue. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, il y a toujours ce côté tabou qui est très difficile à décortiquer et à essayer de sortir aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a cette culpabilité, il y a cette responsabilité. Quand ça se passe justement en milieu intrafamilial, l'enfant qui va dénoncer les faits, il sait très bien par exemple que le père, c'est le seul salaire de la maison. Donc il fait tout exploser s'il dénonce ça. Il fait exploser peut-être le couple de ses parents, si ce n'est pas le couple. Et qu'il y a une sorte de fusion, où madame ne veut pas croire ou ne peut pas croire, parce que je pense quand on n'a jamais été confronté à ce genre de nouvelles, on ne peut pas savoir comment on réagira, si on croit le conjoint, si on croit l'enfant, etc. Et voilà, et les enfants ont tout à fait conscience quand même que ça va être un tsunami. Et en donc, plus, oui, c'est compliqué. Il y a aussi ensuite la parole, notamment des preuves, notamment où c'est parole contre parole. Est-ce que là, justement, il y a des évolutions pour éviter notamment ces séquelles où effectivement ça devient quelque chose d'assez stérile à l'heure actuelle? Là, je vous vois entendre tout ça dans mon regard sceptique. Il y a des évolutions. On a par exemple, ça vous a été évoqué, on a la chance dans les Yvelines d'avoir maintenant un lieu en principe unique de recueil de la parole de l'enfant victime, donc qui est l'unité d'accueil des mineurs qui est au sein de l'UMJ, l'unité médico-judiciaire donc à Versailles. À Versailles, d'accord. Mais à Versailles pour tout le département. Donc certes, c'est une énorme amélioration par rapport, moi, ça fait 25 ans que j'exerce, c'est une énorme amélioration par rapport à ce qu'on a connu. Mais autant vous dire que des familles qui sont à Mantes-la-Jolie, qui n'ont jamais quitté Mantes, quand on leur dit allez prendre rendez-vous, vous avez rendez-vous, il faut aller à Versailles, Maison d'Espagne, etc. Éventuellement, on les perd. D'accord, là, c'est-à-dire qu'on les a à un moment donné. On les envoie à tel ou tel endroit, et là, c'est fini. Ils ne vont pas, d'accord. Comment on fait justement pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir appliquer et jouir de leurs droits, tout simplement? Je pense qu'avant tout, il faut faire en sorte qu'aucune violence, en tout cas déclarée ou dite à un professionnel, ne reste sans réponse. Donc, en effet, je rejoins Marie-Laure de dire, en effet, il faut former les professionnels. Donc, aussi bien dans les auditions, que ce soit les policiers et les gendarmes, il y a eu un vrai effort, en tout cas, de formation, aussi bien nationale que départementale. Dernièrement, il y a également un texte de loi sur les médecins, c'est-à-dire de nommer dans chaque urgence donc un médecin coordinateur et référent violence conjugale, substitut du procureur, bien évidemment référent de violence conjugale. Donc on voit bien évidemment qu'aujourd'hui c'est une politique interministérielle, que c'est pas que la question de la justice, c'est pas que la question d'associations ou en tout cas de porteurs de projets sur les territoires, c'est pas que les militantes féministes non plus, c'est vraiment un maillage, et je dirais même que c'est un maillage qui doit se faire avec la société. C'est-à-dire que ça soit quelqu'un dans un cabinet médical, que ça soit un médecin, un coiffeur, quand on entend parler des violences, on doit se dire la parole, elle doit être recueillie et elle doit être orientée efficacement. Et orienter efficacement, je pense que c'est vraiment se dire, je ne dis pas je vous envoie là parce que c'est eux qui sont les mieux placés, c'est je vous envoie vers Maître Oudaille ou je vous envoie vers Olivia parce que je connais et je sais que le travail il sera efficace. Donc en effet, la formation elle est primordiale, l'éducation nationale également est formée. Il y a, je pense, on va monter en charge progressivement, bien évidemment. Je parlais juste avant avec un CFA. Je pense que même dans les CFA, il y a bien évidemment toute la question des stéréotypes aussi. Travailler les stéréotypes filles-garçons, travailler sur les relations aussi filles-garçons au cœur de la société civile, au plus près en tout cas des habitants et des habitantes. D'accord. Et est-ce que c'est facile justement d'expliquer à ces femmes victimes de violences qu'elles ont des droits et qu'elles doivent tout simplement les faire valoir? Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire entendre aussi également? Alors, ça peut être long et douloureux parfois parce que ça renvoie à des choses aussi, de dire à une personne, vous êtes victime.
et que certaines femmes sont tellement annihilées effectivement par l'expérience vécue. Je prends l'exemple d'une femme que j'ai en tête, 25 ans de violence conjugale, alors droit à rien, ni salaire alors qu'elle travaillait, enfin ça allait très 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 loin. Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi pour qu'elle prenne conscience. Entre le moment où elle est arrivée à l'accueil de jour, avec son statut de femme victime de violence, et le moment où elle a dit « ça y est, stop, j'arrête, je vais faire une procédure de divorce, je vais effectivement faire valoir mes droits ». 1 an et demi. D'accord. On n'efface pas des années et des années d'emprise, qu'elles soient psychologiques, parce que là, c'est comme disait Maître Oudaille, les séquelles, elles sont même pas mesurables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de statistiques possibles sur les conséquences réelles des violences psychiques. C'est impressionnant, comme disait Maître Oudaille, d'aller voir la police avec un bras cassé, c'est simple. D'aller à la police en disant voilà, on m'empêche ça, on m'empêche ça, on m'empêche ça, c'est pas aussi simple que ça. Le problème de la preuve, là, intervient aussi. À partir de quel moment, et c'est vrai, la formation des policiers, des gendarmes, elle est absolument indispensable, mais j'ai envie de dire le réseau de santé, alors c'est bien aux urgences, parce que là, on y arrive, on est déjà abîmé, mais le médecin de ville. Le médecin de ville qui rencontre pendant 25 ans cette femme. Également. Ça pourrait être intéressant qu'il soit associé à ça. Le futur médecin, c'est le maillage, effectivement, et la complémentarité des interventions, qu'elles soient du côté de la justice, qu'elles soient du côté de la santé, qu'elles soient du côté de la prise en charge de l'accompagnement au niveau logement ou hébergement. C'est très important, c'est essentiel. Si on travaille chacun de notre côté, on n'y arrive pas. D'accord. Si j'en crois les chiffres, notamment une dernière étude de l'IFOP qui est sortie au mois de janvier, il explique notamment que près de 12% des femmes ont vécu au moins une fois dans sa vie un viol. Donc c'est-à-dire que tout le monde ici autour de cette table, vous certainement beaucoup plus que les autres, connaissent au moins une personne impliquée. Est-ce qu'il y a des moyens de voir, d'aider ou des conseils tout simplement à donner pour savoir si quelqu'un est justement sous emprise ou pas, et est-ce que les personnes qui peuvent observer ce genre de violence, pas uniquement viol, mais aussi harcèlement, agression, ce genre de choses, sont aujourd'hui contraintes par la loi d'agir? Est-ce qu'il y a un glissement vers ce terrain-là aujourd'hui? Donc conseils et obligations aujourd'hui. Oui, non alors c'est intégré dans la loi, en effet. C'est une obligation pour tout citoyen, c'est une obligation accrue pour tout professionnel. Les moyens, c'est par exemple le 3919 pour tout ce qui est violence faite aux femmes. Alors voilà, c'est le thème, et puis, mais c'est encore pire pour les hommes, car il y en a, et donc eux, ils ne se retrouvent nulle part. D'accord, eux, lorsqu'ils appellent, ils sont refusés. Mais ils n'appellent pas. Non. Ils n'appellent pas. Plus autocensure, alors. 3919, vous regardez, tout le site est vous êtes femme, vous êtes victime, etc. Il y a une seule association en France qui s'appelle SOS Hommes Battus. Battus. Donc tous ne se sentent pas battus, notamment quand ils subissent également des violences psychologiques. Les femmes n'étant pas exemptes non plus de ce genre de personnalité. Donc voilà, donc elles peuvent être auteurs. Et là, c'est encore plus difficile pour un homme. Mais donc après, sur les moyens, les conseils qu'on peut leur donner, je vous dis là encore, c'est tout ce maillage, c'est le fait qu'il y ait vraiment une prise en charge globale. Il y a tous ces postes extrêmement efficaces d'intervenants sociaux en commissariat ou gendarmerie. D'accord, donc c'est-à-dire qu'un citoyen lambda ou quelqu'un qui voit ne peut rien faire, il faut à tout prix l'orienter vers un professionnel. Ça, oui. D'accord, c'est une mission, d'accord. Tout à fait unanime. Quel que soit le professionnel. Oui. Et ensuite, s'agissant évidemment de situations très intimes pour les gens, très compliquées à raconter, parce qu'ils se sentent dévalorisés, parce qu'ils ont très peur de ne pas être crus, ce qui malheureusement arrive encore, notamment dans les violences psychologiques. On a véritablement des phrases encore par des professionnels vous n'allez pas en faire tout un foin, tout le monde a vécu à peu près ça, etc. Des commissariats qui disent, malgré l'obligation, on a un article, les lois, elles existent, elles sont
assez protectrice. On a un article, l'article 15-3 du Code de procédure pénale, qui dit que toute plainte, il y a une obligation des commissariats et des gendarmeries de les prendre. Eh bien, on a encore, moi je suis amenée très régulièrement à prendre mon téléphone pour dire j'ai une cliente qui ressort de chez vous qui me dit qu'elle n'a pas pu déposer plainte. D'accord. Ça reste toujours. Ça reste courant. Avec leurs contraintes à eux, c'est-à-dire une charge de travail, un manque de moyens. Là aussi, les lois, moi je ne suis pas contre en tant qu'avocat, évidemment, mais derrière, quels moyens rajouter, on évoquait pour ce soir aussi le harcèlement de rue, ces nouveaux délits. C'est une chose. Alors d'abord, moi, sur les définitions entre harcèlement et de rue, je pense qu'on va avoir quelques soucis. On va en revenir. On va tout de suite aborder d'ailleurs le sujet, puisque de toute façon, on s'y rendait tout doucement. Donc hier, la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre hommes et femmes, a présenté donc hier son projet de loi. Elle propose notamment la création d'une contravention pour délit d'outrage, qui s'élève à 90 €, mais également d'étendre la notion de harcèlement moral et sexuel pour l'appliquer notamment au cyberharcèlement groupé sur une personne. On va écouter un extrait où elle explique, où elle présente sa loi. Bien évidemment, elle ne se suffit pas à elle seule, mais elle est déjà très forte et très ambitieuse. Nous pensons que cette loi, elle est applicable. Les lois de la République affirment très clairement qu'il n'est plus permis d'harceler, d'intimider des femmes, des enfants, des hommes également de même, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes, que ce soit dans l'espace public, dans les transports ou sur l'espace numérique. Est-ce que justement ce genre de mesures, notamment le délit d'outrage et aussi l'élargissement, on va dire, des harcèlements moral et sexiste, ça va vraiment protéger davantage que les lois qui existent déjà aujourd'hui? Est-ce que ça va vraiment être applicable? Est-ce que ça va avoir un effet concret? Bon, alors ça vient d'être présenté, donc je pense qu'il va falloir voir sur la durée. Je pense que la question d'élargir les notions de violence sexuelle, sexiste au niveau du harcèlement et cyberharcèlement, je pense que c'est très important. On voit aujourd'hui que les réseaux sociaux sont quand même un réservoir de propos qui soient homophobes, sexistes, voire plus, avec une démultiplication de par le réseau social. On est anonyme derrière notre écran. Donc je pense que ça, c'est dans la bonne voie. Pour l'outrage sexiste, je pense que c'est un projet de loi qui est plus symbolique, de dire qu'il est inadmissible sur l'espace public qu'une femme ou un homme, qu'une jeune femme se fasse harceler verbalement pour un numéro de téléphone, pour un habillement qui ne serait pas lié, qui ne serait pas dans les bons codes. C'est symbolique. Ensuite, qu'est-ce qui est justement un harcèlement sexuel? Est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est vous êtes jolie mademoiselle? Est-ce que ça passe ou pas? Justement, où est la frontière? Où est la ligne rouge? La frontière, c'est la frontière que vont se poser les femmes et les jeunes femmes. C'est-à-dire que je pense déjà le harcèlement, on est sur un phénomène qui est répété. Si je ne me trompe pas. Donc il faut que le harceleur soit plus insistant, que les propos viennent bien évidemment pas respecter la dignité humaine, que ça soit tant sur la façon de s'habiller ou autre. Et puis après, c'est la frontière, elle est différente entre peut-être Marie-Laure, Olivia ou moi. Peut-être que quelque chose où moi je mettrais un curseur de respect serait irrespectueux pour quelqu'un d'autre. Donc il va d'abord falloir voir comment chacun et chacune vont se positionner en tant que citoyen-citoyenne pour... D'accord, mais pourtant la contravention pourra uniquement être appliquée s'il y a la police de sécurité du quotidien à proximité. Donc est-ce que ce n'est pas... Ah oui, c'est sur un flagrant délit, oui, en effet. Oui. D'accord. Après, dans les transports en commun, on le voit, tous ces phénomènes de frotteurs également, notamment dans le métro parisien. Il y a des brigades qui sont en civil et qui peuvent aussi venir en aide, notamment à des voyageuses qui sont importunées. Et c'est déjà arrivé qu'il y a eu des amendes dans ce sens-là, avant le texte. On va faire un dernier petit tour de table avant la fin de cette émission. Quelques propositions notamment pour améliorer et afin d'endiguer ce phénomène de violence sexuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça, pour endiguer ce phénomène? Est-ce qu'il y a des propositions, des solutions qui n'ont pas encore été soulevées jusqu'à présent?
Je pensais plutôt une sensibilisation en amont à l'éducation à la sexualité, faire en sorte que l'éducation au rapport de sexe et bien évidemment soit beaucoup plus développée, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou au sein de structures jeunesse ou structures de jeunes. Je pense Prévention, éducation. Je suis désolée, je vais vite rejoindre Madame Salina parce qu'effectivement, clairement, c'est l'éducation, mais c'est sociétal. Il y a des choses aujourd'hui que même nous, alors qu'on travaille dans cette problématique, de façon intrinsèque, on transmet. Donc oui, il y a l'éducation parce qu'il faut commencer par une base, évidemment. Endiguer les comportements déviants, c'est une grande question que vous posez. Et est-ce qu'on y arriverait un jour? Je ne suis pas sûre. Par contre, agir par la masse. Un dernier mot pour conclure cette émission, comment endiguer ce phénomène? Un tout petit bémol, alors qui est peut-être plus personnel, qui est aussi d'être attentif au risque de diabolisation. Ouais. Moi, je suis parent, je n'ai pas envie non plus que mes enfants vivent dans un climat plus anxiogène qu'il ne peut l'être à l'heure actuelle. Je n'ai pas envie que tous les hommes ou tous les garçons soient vus comme des pervers sexuels. Ne pas aller trop dans un sens donc plutôt que dans l'autre. C'est toujours la même chose, c'est une question en effet d'équilibre, de respect, d'apprentissage du respect de l'autre et de l'intégrité physique de l'autre. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Quant à vous, je vous invite à voir ou à revoir cette émission sur notre site internet. Passe une agréable soirée et à la semaine prochaine.